Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours sur le chapitre Comprendre un monde complexe à l'aide de cartes. Nous allons aborder la première lecture, la lecture géoéconomique. Le monde d'aujourd'hui représente d'importantes inégalités de développement. Il connaît une massification des échanges qui conditionne le fonctionnement actuel des territoires à l'échelle mondiale, à l'échelle moyenne et à la petite échelle, et contribue donc à l'émergence de certains pays. Prenons l'exemple du PIB et de son évolution. On va travailler sur ce document et d'abord identifier le document. Il s'agit d'une carte par anamorphose établie par des données du FMI. En 2012, les États sont représentés de manière géométrique en fonction de leur poids dans le PIB mondial. La carte reste centrée sur l'Europe et regroupe des grands pôles. Elle introduit cependant un autre élément qui ajoute de la complexité, la croissance économique de 2000 à 2010. Il faut souligner que les pays du Nord ont été déstabilisés sur cette période par une crise économique importante liée à la crise des subprimes. L'analyse du document. Si l'on regarde le PIB des États, les États les plus riches de la planète sont les États-Unis, la Chine et le Japon. Les États de l'Union européenne, avec des écarts en son sein, font aussi partie de cette liste. À l'inverse, les moins riches se situent en Amérique latine, en Afrique et en Asie centrale. Au niveau de la croissance du PIB, on constate une évolution des hiérarchies mondiales. En effet, on constate l'essor des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais aussi une croissance forte par répercussion de certains pays d'Afrique subsaharienne. La notion de BRICS a été utilisée pour la première fois par Jim O'Neill, économiste en chef de la banque Goldman Sachs de New York en 2001. Il interprète le 11 septembre comme une bifurcation dans la globalisation qui marque la preuve de l'importance croissante du monde non occidental. Il eût été logique d'indiquer la Chine en premier, mais l'acronyme CRIB, évoquant en anglais le berceau, il a choisi le terme de BRIC, puis de BRICS. Les limites de ce document. Cette carte est insuffisante pour décrire l'organisation de la planète, car elle ne montre pas le rôle, par exemple, des BRICS dans l'économie mondiale et la remise en cause des centres et périphéries de l'espace mondial. Elle ne permet pas non plus de définir le niveau de développement humain. Par ailleurs, si cette représentation cartographique par anamorphose permet bien de voir les États au PIB fort, elle ne permet pas de distinguer ceux ayant un PIB faible. Prenons un autre indicateur, l'IDH. Identifions le document. L'IDH est représenté par un figuré de surface en utilisant 4 classes, 4 intervalles. Un camailleux de couleur de jaune au rouge est utilisé. La carte fait en outre apparaître la limite nord-sud. L'indice de développement humain est un chiffre qui s'exprime entre 0 et 1 et il est calculé en faisant la moyenne du RNB par habitant en parité de pouvoir d'achat, l'espérance de vie et la durée moyenne et attendue de la scolarisation. Il est calculé chaque année par le PNUD. Il a l'avantage de cumuler des données économiques et sociales et de mesurer donc la qualité des conditions de vie. C'est un indicateur complexe. On obtient donc avec cette carte une planète avec une ligne de fracture nord-sud. Des nords, développés, les pôles de puissance de la triade, États-Unis et Canada, Japon et Asie, et l'Europe de l'Union européenne, l'Europe occidentale, mais aussi avec Israël, l'Australie, les 4 dragons NPI, l'Argentine, le Chili, les Émirats arabes unis. La diversité apparaît aussi dans les Suds, ce qu'on appelle des émergents, dont le Mexique, le Venezuela, ce qu'on appelle les jaguars, mais aussi la Turquie, une partie du Moyen-Orient et la Russie. Des pays en développement, dans la région du Maghreb, l'Afrique du Sud et le Ghana, ce sont ce qu'on appelle les lions, la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud, ce qu'on appelle aussi les bébés tigres. Mais enfin, il y a des PMA, l'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Afrique subsaharienne, l'Asie centrale, le Bangladesh, la Birmanie. Le terme de pays émergent a été inventé par Antoine van Atmael, un banquier néerlandais de la Bankers Trust, à New York en 1981, pour convaincre son conseil exécutif que les bourses orientales méritaient leur attention. Le terme qu'il avait d'abord choisi était Third World Quint Fund,
avait entraîné une réaction négative. Il faut rester critique sur l'indicateur en lui-même. L'IDH est calculé par le PNUD, une organisation de l'ONU, mais ne prend en considération que 3 critères. Cela questionne la définition que l'on donne au terme de développement. De plus, ces critères ont des coefficients qui donnent un avantage à la richesse. Si on confronte les deux indicateurs, PIB et IDH, on n'obtient pas vraiment la même classification. Même si les pays riches sont en général ceux qui possèdent l'IDH le plus élevé, cependant la carte de l'IDH permet de davantage envisager la multiplicité des Suds. Cela permet donc de s'interroger sur la notion de développement. La croissance économique permet-elle bien le bien-être des populations? La limite nord-sud est-elle encore pertinente? Par convention, la limite distingue les pays développés, dits pays du Nord, des pays en développement, dits pays du Sud. La difficulté est de fixer un seuil à partir duquel on passe d'une catégorie à une autre. Ce choix n'est visiblement pas clair car des pays possèdent un IDH de 0,7 à 0,8 se situent aussi bien au nord qu'au sud. Un figuré linéaire permet de tracer une discontinuité, un passage, une frontière abrupte d'une situation à une autre. Un gradient, un passage progressif, aurait été plus pertinent. Depuis son apparition en 1980, dans le rapport de l'ancien chancelier allemand Willy Brandt, la ligne nord-sud semble figée et figure encore dans la production scolaire et scientifique. Or, la carte montre qu'elle est de plus en plus contestable au vu des progrès de développement de nombreux pays d'Amérique latine, d'Asie, dont l'IDH dépasse ou égale celui de certains pays d'Europe de l'Est, et pourtant toujours classé dans les pays du Sud. Alors que doit-on retenir de cette grille de lecture économique? D'abord, qu'il y a des flux économiques qui sont complexes, mais une domination des pays du Nord. Ensuite, une typologie, établie par un réseau de grandes banques d'affaires avec des enjeux d'investisseurs. Les pays émergents et les BRICS s'en servent aujourd'hui pour revendiquer davantage de poids dans la gouvernance économique mondiale. L'importance du choix des indicateurs IDH, PIB et des modes de représentation. Par exemple, les indicateurs du développement ne rendent pas compte de la mondialisation et d'un monde en interdépendance. Il faut pour cela les confronter à une carte de flux de marchandises, auquel il faudrait ajouter les IDE, les investissements directs à l'étranger. Quatrième chose à retenir, une remise en cause de la limite nord-sud qui évolue dans le temps, on vient de le voir. Et enfin, une lecture géoéconomique peut donc rendre compte de la complexité du monde que de façon partielle. C'est pourtant le plus souvent et la seule utilisée dans les médias.